Bonjour à tous. Donc, on va venir sur un sujet vraiment technique et parler de virus dans les colonies. Donc, moi, je travaille à l'INRAE dans une unité spécialisée abeilles et environnement. Et on est aussi, donc c'est sur Avignon, et on est aussi associé dans l'UMT Prades, qui est une unité qui associe l'Institut de l'abeille, plusieurs ADA, d'autres organismes de recherche, l'ANSES aussi, qui nous a rejoint récemment. Donc, vous allez voir à la fois des résultats issus de la littérature et puis des résultats issus de plusieurs projets de l'UMT Prades. Donc, dans un premier temps, on va faire un peu un panel général des connaissances autour des virus, parler des nouveaux variants, c'est quelque chose qui peut être inquiétant pour vous, puis qui malheureusement est dans l'air du temps. Et puis, on verra quels sont les facteurs déclencheurs à l'échelle d'une colonie et comment vous, en tant qu'apiculteur, vous pouvez agir pour essayer de limiter la dissémination et l'impact de ces virus dans vos colonies. Alors c'est un peu dense. On aura toute une session de questions aussi pour discuter ensemble. En introduction, juste un petit rappel. Alors maintenant, tout le monde sait tout sur les virus depuis le Covid, mais il y a quand même quelques petits rappels qui peuvent être intéressants. Un virus, c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment une coque protéique. Et puis dedans, alors là, avec le micro, ça va être un peu difficile, mais... Et dedans, un petit acide nucléique. Donc, c'est vraiment presque rien, particulièrement chez les virus de l'abeille, où on a une dizaine de gènes. Donc, une dizaine de protéines. Vous voyez que c'est rien du tout. Pour avoir un ordre de grandeur, chez les bactéries, on a au moins 1 millier de gènes. Et puis après, chez les organismes supérieurs, on est en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers de gènes. Donc, c'est vraiment rien, et pour autant, ça arrive à perturber le fonctionnement des organismes. Pourquoi ? Parce que ça a une information génétique très condensée qui, en fait, utilise à son profit toute la machinerie cellulaire pour se multiplier. Et donc, c'est très efficace. Heureusement, la contrepartie, c'est qu'en se multipliant aussi vite, ils font beaucoup d'erreurs, et c'est ce qui amène à des variations et dans le génome et qui amène à l'émergence de nouvelles souches qui vont être plus ou moins virulentes. Alors les virus, on les connaît vraiment de partout, hein. Même chez les algues, on connaît des virus, chez les plantes, insectes, poissons, etc., jusqu'aux mammifères, et avec de tristes exemples célèbres chez l'homme. Pour vous donner un ordre de grandeur de taille, pour les virus, on est de l'ordre du millionième de millimètre, alors que pour les bactéries et les champignons, on va être de l'ordre du micromètre, qui est en fait le millième de millimètre. Et puis varroa, abeilles, voilà. Donc on est sur des organismes très petits. Et chez l'abeille, maintenant, on en compte plus de 70. Sachant que tous ne sont pas pathogènes chez l'abeille, et retenez qu'il y en a 7 qui sont vraiment importants pour l'abeille. Le virus des ailes déformées, DWV. Alors j'essayerai de ne pas trop utiliser les sigles, vous m'en voudrez pas trop s'il y en a qui m'échappent. Le virus du couvain saxiforme, SBV. Le virus de la cellule royale noire, BQCV. Les virus de la paralysie aiguë, alors là je les ai rassemblés parce qu'en fait on a un complexe de virus. En France on a essentiellement l'ABPV, l'acute biparalysis virus. Et puis un virus un peu particulier qui est le virus de la maladie noire, l'agent de la maladie noire ou mal de mai, qui est le virus de la paralysie chronique CVPV. Alors la particularité, c'est entre autres en lien avec le mode de vie social de l'abeille, on a beaucoup de co-infections. Et on va en reparler parce que évidemment ça a un effet dans les niveaux d'alerte et les niveaux d'impact. Alors ces virus, ils sont très largement répandus à l'échelle mondiale. Comme vous pouvez le voir là, hein, tout ce qui est en rouge sont des zones où ça a été décrit. Et même quand c'est en gris, ce n'est pas forcément synonyme que le virus est absent, c'est juste qu'il n'a pas été détecté. Donc vous voyez que c'est vraiment une distribution très générale. Et si on regarde en France un petit peu la proportion des colonies infectées, ça c'est une étude qui date du début des années 2000, mais la répartition reste assez vraie, avec plus de 90% des colonies dans lesquelles on retrouve le virus des ailes déformées, une grande prévalence aussi du virus de la cellule royale noire, BQCV, en orange là sur le graphique, du virus du couvain saxiforme en gris, et puis des descriptions plus ponctuelles des paralysies, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a beaucoup de variations saisonnières. Alors ça, ce sont des résultats issus d'un projet interrégional
nord de l'Italie, sud de la France, où vous voyez cette répartition très générale. Donc ici, vous avez la proportion des colonies dans lesquelles on retrouve les virus. Ici, le virus des ailes déformées, vous voyez, très présent, comme le virus de la cellule royale noire. Et puis, des descriptions plus saisonnières pour le virus du couvain saxiforme, pour la maladie noire, avec là aussi un effet saison, année et territoire, puisque vert et bleu, c'est Italie-France, et idem pour les virus de la paralysie aiguë. On retrouve aussi ces variations dans d'autres continents. Là, c'est des exemples aux USA. Je passe, parce qu'il faut qu'on ait le temps pour beaucoup de questions. Donc, en termes de symptômes et de signes cliniques, qu'est-ce que vous pouvez observer? Alors, chez les larves, un des symptômes les plus caractéristiques, ça va être le couvain saxiforme. Donc, si vous sortez une larve, vous allez vraiment voir cet aspect de sac, c'est ce qui a donné son nom au virus, où en fait toutes les cellules explosent. Et donc, bien évidemment, le développement larvaire est bloqué. Et ça donne vraiment cet aspect très caractéristique aux larves qui sont infectées. Pour les virus de la paralysie aiguë, ça va entraîner des mortalités, mais pour vous, c'est difficilement mesurable. Ça, c'est plus au niveau du laboratoire, quand on le fait expérimentalement, qu'on arrive à voir ces effets-là. Le virus de la cellule royale noire, qui finalement doit son nom à un symptôme indirect, puisque c'est le fait que la nymphe de reine se momifie, et ça donne cette couleur noire à la cellule royale. Et puis, bien évidemment, toutes les perturbations de formation des ailes du virus des ailes déformées se passent à ces stades larvaires, mais ne deviennent visibles. Ah oui, c'est vrai que ça ne marche pas. Hop. Mais ne deviennent visibles qu'au stade adulte, où là, vous allez avoir soit des atrophies complètement des ailes, soit des déformations. Vous voyez ici, il y en a une atrophiée et une déformée. C'était un bon exemple. Avec bien évidemment un impact fort pour les colonies, on va le voir. Des tremblements, paralysie pour la maladie noire et la paralysie aiguë. Et puis des symptômes qui ne sont pas mesurables pour vous en tant qu'apiculteur, mais qui vont quand même avoir un effet sur la colonie en termes de durée de vie des individus, avec une durée de vie réduite, et puis aussi une modification des apprentissages et de la sensibilité au sucre, par exemple. Donc là, un petit focus sur les symptômes du virus des ailes déformées. Donc on a vu ces exemples de déformation qui, bien évidemment, empêchent les abeilles de s'envoler. Aussi des symptômes donc, liés à l'apprentissage avec des désorientations. Là, vous avez un symptôme extrême aussi avec des jeunes abeilles qui sont incapables même d'émerger. Et donc on voit parfois dans des colonies très infestées ce symptôme d'abeilles qui ont à peine sorti la tête et qui ne peuvent même pas émerger. Alors, dans une étude allemande, sur plusieurs années, il a été mesuré l'effet sur les mortalités hivernales, et vous voyez qu'on a des proportions de colonies infectées par le virus des ailes déformées beaucoup plus importantes quand on a des mortalités élevées. Donc un lien entre mortalité hivernale et virus des ailes déformées. Et il y a des collègues qui ont même montré que le nombre d'abeilles aux ailes déformées était un indicateur des pertes hivernales pour l'hiver qui suit. Alors, il a ici été suggéré un seuil à partir duquel on va observer ces effets, donc un seuil de charge sur varroa. On reparlera de ces effets de seuil. Alors après, un autre symptôme que vous observez beaucoup, malheureusement, et qui est un des plus inquiétants, c'est ces tapis d'abeilles devant les ruches, avec des abeilles incapables de s'envoler et puis moribondes. Et avec toujours la question, est-ce que j'ai affaire à une intoxication? Est-ce que c'est un virus? Alors, c'est compliqué à juste titre parce qu'il y a des interactions en plus entre les expositions aux pesticides et les virus, comme on va le voir dans les facteurs déclencheurs. Alors, quels sont les symptômes de la paralysie chronique ou mal de mai ou maladie noire? On l'a vu, donc des tremblements paralysie qui peuvent amener à des mortalités et tapis d'abeilles devant la ruche, des symptômes un peu moins fréquents qui sont l'abdomen gonflé, et puis un autre type de symptôme vraiment très caractéristique et spécifique à la paralysie chronique, qui est ce symptôme d'abeille sans pilosité, qui a un aspect graisseux, noir, luisant, avec perte de pilosité.
Alors, je vous mets en parallèle les symptômes qu'on a pour la paralysie aiguë, où on a en plus des mortalités larvaires, et les mortalités aiguës entraînent plutôt des dépeuplements que des tapis d'abeilles, mais parfois, dans des colonies où on observe des tapis d'abeilles, on a un mélange paralysie chronique et paralysie aiguë. Et là aussi, les collègues allemands ont montré qu'il y avait une corrélation entre les pertes hivernales et la présence d'ABPV, comme vous le voyez là-bas sur le graphique. Donc, pourquoi je vous ai mis en parallèle maladie chronique et puis paralysie chronique et puis paralysie aiguë. On a vraiment affaire à des virus qui sont transmis de manière très différente. Et les modes de transmission vont vraiment expliquer aussi l'étiologie de la maladie. Alors on va voir rapidement les différents modes de transmission et l'effet que ça a sur la prévalence et de quoi on parle quand on parle de charge virale d'une colonie. Alors un mode de transmission majeur, bien évidemment, vous le connaissez, c'est varroa. Et vous faites souvent d'ailleurs le parallèle varroa égale virus. Oui, bien sûr, mais pas pour tous les virus. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a une infection par varroa? Bien souvent, en fait, on a des infections latentes. Je vous parlais de co-infection dans les colonies. Malheureusement, une colonie saine, ça n'existe pas. Il y a tout le temps au moins un virus qui est présent et bien souvent des mélanges. Alors à l'échelle de l'individu, on arrive parfois à avoir des individus sains, mais une colonie dans son ensemble saine, ça n'existe pas. Parce qu'on a des infections latentes, c'est-à-dire que le virus est présent et à la faveur d'un événement déclencheur, va s'exprimer. Alors, un des déclencheurs, ça peut être varroa, qui va non seulement jouer sur l'immunité, en réprimant certaines gènes de la réponse immunitaire, et en favorisant ainsi la multiplication du virus, mais en plus, certaines souches de virus ont cette capacité directement d'être multipliées par varroa. Et donc, c'est cet intermédiaire par le vecteur varroa qui va amener à des infections qu'on traduit par déclarer. Les anglo-saxons ont le terme de covert pour infection latente couverte et overt qui est assez parlant. Donc, on va arriver à des infections déclarées avec des signes cliniques visibles et une multiplication qui est liée à une multiplication du virus. Alors, il y a aussi d'autres voies dites horizontales. Donc, quand on dit horizontale, c'est qu'on est sur la même génération. Ça va être toutes les voies via l'alimentation. Donc, que ce soit à travers du pollen contaminé, des fesses, aussi une contamination des nourrices vers les larves, de la trophalaxie et le cannibalisme aussi, on s'en doutait. Ça a été récemment démontré que ça avait un effet aussi sur la transmission des virus. Et puis, un cas particulier, le virus de la paralysie chronique, qui lui est transmis par contact de manière très efficace, et ce qui va entraîner une étiologie assez différente. Alors, autre mode de transmission auquel on ne pense pas souvent, c'est la transmission dite verticale. Donc, c'est une transmission qui se fait de la reine et des faux-bourdons à la descendance. Alors, on y pense moins, mais il a vraiment été montré que pour une reine qui est infectée par le virus des ailes déformées, par exemple, on a jusqu'à 1/3 des œufs qui vont être porteurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'un tiers des individus vont développer la maladie, si vous vous souvenez les diapos avant, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des facteurs multiplicateurs, mais ça veut dire qu'on maintient ce foyer de virus. Et la transmission est aussi possible lors de l'accouplement et bien évidemment avec les fécondations multiples chez l'abeille, ça augmente les risques. Alors là, vous avez un petit résumé des différentes voies de transmission pour les 7 virus les plus courants. Vous voyez que varroa, en fait, n'intervient pas pour certains virus qui sont importants. Par contre, la voie verticale, donc vers la descendance, et toutes les voies de l'alimentation concernent tous les virus. Alors, comment va se propager une maladie dans la colonie ? Malheureusement, ça doit vous rappeler des schémas qu'on a vus au moment du Covid. C'est-à-dire qu'à partir d'un individu, donc là, d'une abeille malade, elle va le transmettre à X individus, etc. Et on va avoir parfois un effet un peu tache d'huile. Et on parle de prévalence à 2 niveaux. Ça peut être la proportion des individus infectés dans une population. On peut aussi parler de prévalence pour le nombre de colonies infectées dans un rucher. Donc là, vraiment,
voilà, regardez bien à quelle échelle vous êtes quand vous lisez des éléments là-dessus. Parce qu'en fait, à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'abeille, on va parler de charge moyenne, donc de nombre de copies de virus par abeille. Le nombre de copies, c'est le nombre de génomes du virus qu'on arrive à retrouver, et donc c'est un équivalent du nombre de particules virales qui sont présentes dans l'abeille. Et donc on détecte par biologie moléculaire. Mais à l'échelle de la colonie, la répartition aussi dans la colonie va être importante. Est-ce qu'on a beaucoup d'abeilles infectées dans la colonie ou pas? Donc là, on parle de prévalence à l'échelle de la colonie. Et puis, on va parler aussi de prévalence à l'échelle du rucher, parce que pour vous, en tant qu'apiculteur, c'est souvent ça qui va être l'élément déclencheur et qui va vous alerter. Alors, un petit focus, puisque bon, ça m'avait été demandé et il y a eu des inquiétudes suite à des papiers sur de nouvelles souches de virus des ailes déformées. Un petit focus sur la diversité des souches, puisque dans ce processus de transmission et de multiplication des virus, pour une même espèce de virus, toutes les souches ne vont pas être égales et vont avoir des propriétés particulières. Alors, qu'est-ce qui se passe rapidement? Donc ACGT, c'est vraiment les 4 bases qui sont les lettres de notre code génétique. Donc sur la droite, vous avez différentes souches. Ici, chaque ligne, c'est une souche avec la succession de bases spécifiques à cette souche-là. Et donc vous voyez, quand on les aligne, quand on les met en parallèle, vous voyez qu'à certaines positions, on va avoir ce qu'on appelle des substitutions. C'est-à-dire que là où on avait un A pour la majorité, ici, là, sur la première flèche grise, là où on avait un A pour la majorité des souches, de temps en temps, on va avoir un T, voire même un G, si je ne me trompe pas, oui, en violet, voilà, on va avoir même un G. Donc, on va avoir des variations comme ça qui apparaissent, qui sont liées au fait que, en se multipliant très vite, la polymérase fait des erreurs. Et puis, on va avoir aussi des délétions. Alors là, ça peut être plus impactant. Ici, vous voyez, ici, on a une délétion avec un trou. En fait, il manque une base. Voire, des fois, on peut en avoir une en plus. Alors, si on est dans une zone qui code pour des protéines, ça, les délétions et ajouts, ça va avoir vraiment un effet très important. Ça va décaler le cadre de lecture et complètement changer l'expression de la protéine. Et puis, il y a un autre mécanisme d'évolution des virus qu'on va voir, qui est la recombinaison. Mais globalement, à l'échelle d'une abeille, dans un même individu, on parle de quasi-espèce. C'est-à-dire finalement, on a une soupe avec X variants dans une même abeille. Avec par exemple, ici, voilà, des variations, les couleurs symbolisent les variations de séquence, et on va avoir une séquence moyenne ou dominante dans l'individu. Alors un autre mécanisme qui est très très puissant d'évolution pour les virus, il faut que je pose le micro. C'est un métier. Donc en fait, on va avoir 2 souches ici. La souche, alors j'avais pas de ruban rouge, désolé, mais donc la souche rouge et puis la souche grise. Et en fait, quand la polymérase, donc qui est l'enzyme qui va multiplier, s'il y a beaucoup de virus, de souches différentes dans une même cellule, elle peut être amenée à se tromper. Et donc, elle va commencer sur un brin, elle va commencer comme ça. Pardon, elle va commencer sur celui-là, non, voilà, sur le même. Et puis, à un moment donné, elle va changer. Elle va changer de matrice. Et donc, vous voyez qu'on va en fait produire un génome qui est un hybride, où on parle de recombinance. C'est-à-dire qu'il y a une partie du génome d'une des souches et une partie d'une autre souche. Alors, ça a un gros impact. Et je vais vous prendre l'exemple du virus des ailes déformées, où on a dans la première partie du génome, là en haut, tout ce qui est la coque. Tout ce qui code pour ce qui enveloppe le virus. Et puis, dans une deuxième partie, tout ce qui code pour la multiplication du virus, donc pour tout ce qui est la multiplication des acides nucléiques. Et on va regarder quel effet ça a sur la diversité et la virulence de ces souches. Et on prendra aussi rapidement l'exemple des populations d'abeilles résistantes à varroa. Alors, il y a un exemple très célèbre qui est l'arrivée de varroa dans les îles Hawaï,
où avant varroa, on avait très peu de colonies qui étaient infectées, ça vous montre la proportion des colonies, la fameuse prévalence, très peu de colonies infectées par le DWV en rouge, alors qu'après varroa, vous voyez que très rapidement, on a 100% des colonies dans lesquelles on retrouve le virus. Et ce qui est intéressant, quand on regarde la diversité, donc chaque couleur est une souche, vous voyez qu'on avait beaucoup de souches très variées avant l'arrivée de varroa, et avec varroa, on a vraiment eu sélection d'un certain type de souches, et il a été montré que c'était lié à la fois à la transmission efficace et aussi à la multiplication, mais que toutes les souches étaient capables d'induire des symptômes. Et alors, suite de l'histoire, 10 ans plus tard, ces chercheurs sont retournés prélever pour voir comment ça avait évolué. Et là, surprise, en fait, le variant qui était là a été complètement remplacé par le variant DWVB, donc l'autre souche. Alors en France, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait vraiment des recombinaisons. Il y avait une quantité de recombinants assez importante. Donc ça, c'est un travail que j'ai publié en 2017. Et on voyait vraiment qu'on avait quand même un grand nombre de souches qui étaient recombinantes. Donc il y avait ces génomes mélangés. Alors il semblerait qu'on tende vers du DWVB maintenant, d'après un papier des collègues. Mais là, j'attire votre attention aussi, c'est une discussion qu'on aura peut-être sur les diapos qui suivent ou dans les questions, sur le fait que les méthodes de détection souvent ciblent un tout petit bout du génome. Et là, en l'occurrence, souvent, la méthode officielle, elle cible dans cette zone-là, dans les protéines de structure. Donc, elle peut assimiler à du DWV des souches qui sont en fait recombinantes. Donc, c'est vraiment pas simple de suivre l'évolution des souches. Ça oblige à aller jusqu'au séquençage du génome pour être sûr. Et c'est vraiment l'histoire des virus, hein, c'est l'histoire de la vie, le fait que de nouvelles souches apparaissent. Donc, vous avez bien compris que c'était intrinsèquement lié à la multiplication du virus. Donc là, vous avez un exemple de l'évolution de ces souches des WA, B aux USA, avec donc en foncé, vous avez la situation en 2009-2010 et en plus clair, la situation en 2016. Et vous voyez qu'il y a une diminution du DWA au profit de la souche dite B. Et en Europe, il y a des auteurs qui suggèrent qu'on observe le même mécanisme. Donc, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, avec un lien avec les mortalités hivernales. Mais c'est quand même à moduler. Parce que quand on regarde en Suède et en Pologne, qui sont pourtant des voisins européens, le DWVA reste vraiment dominant. Donc cette histoire des souches et de l'équilibre des souches, c'est quelque chose de très fluctuant. Et pour vous l'illustrer aussi, on parle aussi d'une souche C qu'on retrouve que très très ponctuellement. On pense que c'est une souche un peu ancestrale. Et on a pu mettre en évidence avec des collègues, on a cherché des traces de l'Égypte virus, qui en fait était une souche dite DWVD. Et en fait, on ne l'a retrouvée nulle part. À l'échelle mondiale, on était 20 pays et on ne l'a retrouvée nulle part. Donc les souches, elles disparaissent aussi. Et le DWVD est un bon exemple du genre. Voilà. Et alors cette évolution des souches, elle peut être aussi intéressante parce qu'elle peut aller vers un compromis d'évolution avec des souches moins virulentes. Et c'est la question qu'on s'est posée par rapport aux populations résistantes à varroa dans le cadre d'un projet avec l'Amérique du Sud. Et on a comparé, donc vous voyez les populations résistantes disponibles en France avec celles présentes en Amérique du Sud, avec la question... On a vraiment un système à 3 entre l'abeille, le vecteur et puis les virus. Et donc la question, c'est est-ce que finalement, on n'a pas des souches moins virulentes dans les populations résistantes à varroa qui font que même à des niveaux de virus, même avec des niveaux de varroa, les abeilles tolèrent mieux la présence de varroa et des virus associés parce qu'ils seraient moins virulents. Donc c'est ce qu'on regarde, on fait de la généalogie. C'est un peu de la généalogie en fait, hein, des souches et des virus. Et on est en train de faire les séquençages des génomes complets de différentes populations résistantes ou non.
Voilà, si vous voulez en savoir plus vraiment sur le détail de cette évolution des souches et sur le virus des ailes déformées, je vous renvoie à cette synthèse qu'on a écrite avec mon collègue de l'ANSES, Éric Dubois, qui est en français et qui fait vraiment une synthèse assez complète sur le sujet. Alors, à quel moment, en fait, les virus vont devenir un problème dans la colonie et on va avoir expression des signes cliniques? Alors là, je vous prends l'exemple, en fait, c'est dans le cadre d'un projet du RAPI, c'était un projet de l'UMT. Et ça, ce sont des prélèvements au printemps. Donc vous voyez qu'on retrouve le virus des ailes déformées, Black Queen Cell Virus, cellule royale noire et puis SBV très très présents. Mais surprise, on a aussi beaucoup de colonies dans lesquelles on détecte, ça c'est le pourcentage de colonies qui ont un signal positif avec ces virus, on détecte beaucoup de maladies noires et de paralysie aiguë. Alors voilà l'exemple de la distribution des valeurs, des charges moyennes qu'on évalue dans chaque colonie. Donc en vertical, vous avez la proportion des colonies qui vont avoir telle ou telle charge en virus. Donc ici, on va commencer à 10 000 copies du génome, 10 000 fois ça. Ça vous paraît beaucoup, mais pour un virus, c'est très peu. C'est généralement à peu près le seuil de sensibilité des méthodes de quantification. Ça, c'est la charge moyenne de la colonie. Donc ça, c'est une moyenne sur le prélèvement qui a été fait pour estimer la charge dans la colonie. Donc ça, c'est la proportion de colonies qui vont avoir ces valeurs-là. C'est une valeur moyenne pour la colonie. Et donc là, vous avez beaucoup de colonies, ici, vous avez beaucoup de colonies dans lesquelles on a des valeurs très très faibles et où on va avoir une infection inapparente. C'est-à-dire qu'on est supérieur au seuil de détection, mais il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, là, on a, si on cumule celles qui sont à 10 puissance 6, donc ça c'est 1 million, 10 millions, 100 millions, là vous voyez qu'on commence à avoir aussi, là aussi une grande proportion de colonies qui ont ces valeurs-là. Et ça va être des valeurs un peu critiques et bascules. Et par contre, au-delà d'un certain seuil, on est sûr qu'on va avoir des symptômes cliniques. Donc là, on est au-delà de 10 000 millions de copies de virus dans lesquelles on va voir apparaître ces symptômes cliniques. Que ce soit une valeur par abeille ou par colonie. Mais généralement, on parle de valeur moyenne de la colonie. Parce que ça revient vraiment trop cher de faire les analyses individuelles par abeille, tout simplement. C'est très pragmatique. C'est plus informatif, mais généralement, on calcule plutôt cette valeur moyenne. Mais ce qui est intéressant et important pour vous, ça va être aussi le nombre de colonies symptomatiques par rucher. Donc pourquoi je vous ai parlé de ces seuils? Parce que c'est quand même une valeur objective et mesurable. Il faut quand même avoir présent à l'esprit que c'est lié à un process d'analyse et qu'on va avoir des différences d'une méthode à l'autre, d'un labo à l'autre, voire même des petites différences d'une manip à l'autre. Mais ceci étant dit, il y a quand même un ordre de grandeur qui est intéressant pour vous, surtout si vous envoyez des échantillons pour analyse. Vous avez là les seuils qui ont été suggérés par les collègues de l'ANSES, à partir desquels on va vraiment avoir apparition de signes cliniques. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'on a des co-infections multiples. Donc ça, ce sont des seuils individuels, mais on ne sait pas très bien si le fait qu'il y ait des co-infections, ça va moduler aussi ces seuils. Et on est justement en train de travailler là-dessus dans le cadre d'une thèse en commun avec l'ANSES. Parce que vous voyez que le nombre de co-infections, ici, alors vous ne le voyez pas très bien, donc je vais vous le dire, c'est 0 jusqu'à 7. Et vous voyez qu'on a quand même beaucoup de colonies qui ont 3, 4 virus détectés en même temps. Alors, quels vont être les facteurs déclencheurs, justement? Bien évidemment, la charge en varroa, pour les virus transmis par varroa. Alors, je vais passer rapidement, c'est une relation que vous connaissez. Il y a vraiment une relation entre le nombre de varroa par cellule et puis la charge virale, entre les symptômes d'ailes déformées et le nombre de varroa qui étaient par cellule, avec ici, ça a été mesuré expérimentalement. Et puis, donc, une charge qui a été estimée autour de 10 puissance 10 pour vraiment observer des symptômes. Mais typiquement, la souche peut aussi faire varier ce seuil d'expression des signes cliniques.
Ces graphiques sont très schématiques et théoriques, mais ils sont assez faciles à lire et pédagogiques, donc j'aime bien vous les montrer. Là, on va avoir la relation entre varroa-virus, entre un pourcentage d'abeilles infestées, infectées. Et vous voyez que tant qu'on maintient très bas les nombres de varroa, on va arriver à maîtriser le niveau de virus et que bien évidemment, on va avoir cette relation qui augmente lorsque varroa se développe. Mais ce qui est plus important presque finalement, c'est de bien prendre conscience qu'on va avoir un décalage entre le traitement varroa qui va vous faire chuter les varrois, mais les virus qui ne vont pas redescendre comme ça. Parce qu'en fait, une fois que les abeilles sont infestées et que votre génération d'abeilles est infestée, ben, il va falloir vraiment du temps avant d'arriver à assainir votre colonie. Et ça, ça a été bien illustré par le projet Innovapi, ce projet Interreg dont je vous parlais tout à l'heure, franco-italien, où en vert, vous avez les varrois, ici, le nombre de varrois pour 100 abeilles, avec toutes les variations. C'était un projet sur 3 ans, hein, donc vous avez les trois saisons, en fait. Vous vous doutez bien que là, c'est l'augmentation été-automne. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez, quand les varrois chutent, pour autant, le virus continue à augmenter. Et il faut vraiment du temps avant que le virus rediminue. Donc on a cet effet différé qui est lié au fait que, une fois que la transmission a été faite, les abeilles sont infectées. Donc c'est important d'avoir des traitements précoces pour ne pas se laisser déborder par les virus. Mais il y a d'autres facteurs déclencheurs qui vont être dans l'environnement, par exemple les ressources. Il a été montré que la diversité et la qualité en fait, de la nutrition jouaient vraiment sur les charges en virus. Alors, au laboratoire, là, vous avez un exemple d'abeilles nourries au sirop ou avec du pollen. Et vous voyez qu'avec du pollen, c'est toujours ici la charge en virus, les formés en l'occurrence, vous voyez qu'on a moins de virus quand on supplémente en pollen. Ici, un essai, parce que c'est souvent une question qui revient, avec des compléments alimentaires. Donc là, vous avez le complément alimentaire seul, le complément alimentaire plus du pollen et puis le pollen seul. Et vous voyez que l'effet, alors là c'est en fold change, en nombre de fois, mais on diminue beaucoup plus la charge en virus quand on nourrit avec du pollen que quand on nourrit avec des suppléments alimentaires. Et puis là, un dernier exemple de l'importance de la diversité des pollens. Donc, vous avez ici, alors c'est pareil, c'est des inoculations expérimentales au laboratoire. Là, c'est un effet sur la mortalité cette fois. Et on arrive à faire diminuer la mortalité quand on supplémente en pollen par rapport à ici, le témoin sans pollen en jaune clair. Donc, une vraie relation avec l'état nutritionnel. Intuitivement, on le sait tous, quand on est bien nourri, c'est plus facile d'avoir une bonne résistance et un bon état de santé. Mais l'abeille ne fait pas exception, comme tous les êtres vivants. Alors, autre effet fort de l'environnement, ça va être l'exposition aux pesticides. Alors, il a été démontré au laboratoire de fortes interactions avec différentes molécules, beaucoup avec des néonicotinoïdes, mais les mécanismes en jeu sont vraisemblablement les mêmes aussi pour d'autres molécules. Et donc, on a cet effet d'augmentation de virus quand on expose à des pesticides, même à de très très faibles doses. Et ça passe en fait là aussi par une régulation de la réponse immunitaire avec une dépression de certains gènes de l'immunité qui vont entraîner l'augmentation des charges en virus. Alors, ce qui est un des résultats majeurs, c'est quand même que ça peut être déterminant justement pour passer ce seuil d'expression des signes cliniques. Et là, vous avez une expérimentation dans le cadre d'une thèse ANSES-SINRA aussi, où en fait, on avait regardé cette coexposition virus de la paralysie chronique et thiaméthoxam. Et là, vous avez donc le seuil de quantification, comme je vous disais, en toute méthode, on est à peu près à 10 000 copies. Là, vous avez les valeurs, la charge en virus quand on nourrit, quand on expose avec du pesticide. Quand on rajoute le virus, bien évidemment, on voit une augmentation. Mais quand on met les deux, vous voyez que là, on passe ce fameux seuil des 100 millions de copies.
au-delà desquels on voit apparaître des signes cliniques. Donc cette exposition peut être déterminante dans l'apparition des symptômes. Et c'est ce qui explique que parfois, dans ces tapis d'abeilles, on va identifier à la fois le virus et les pesticides. Donc voilà, symboliser comme tout à l'heure les infections inapparentes, la zone un peu critique, et puis la zone où vraiment on dépasse et on va avoir ces signes cliniques. Voilà. Alors on est allé regarder aussi l'effet sur le comportement vraiment dans les colonies, parce que ça c'était des essais in vitro, et on a voulu regarder ce qui se passait vraiment au champ dans les colonies. Pour ça, on a à disposition à Avignon un outil formidable qui est le compteur d'abeilles, qui nous permet de marquer individuellement des abeilles avec un QR code. Bon, c'est un travail de patience, hein. Mais ça nous permet, c'est vraiment un outil formidable parce que ça nous permet, bien évidemment, on les expose à différentes conditions, on les remet dans la ruche et ça nous permet en parallèle de suivre l'évolution des virus en faisant des prélèvements réguliers, mais de connaître toutes leurs entrées, sorties et donc leur durée de vie, la durée totale de vol, le nombre de vols qu'elles effectuent au cours de leur vie, etc. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer les résultats et toutes les courbes parce que c'est un peu long, mais en résumé, voilà ce que ça nous a permis de montrer. On a vraiment vérifié qu'il y avait cet effet de coexposition, y compris dans les colonies, et que ça avait un effet très fort sur le comportement, puisqu'on avait plus de 50% des abeilles qui étaient coexposées, donc à des doses vraiment environnementales de pesticides, et au virus qui ne revenaient pas du tout à la ruche. Et en plus, elles étaient moins efficaces au niveau du butinage, elles restaient moins longtemps, on avait une durée de vol réduite, et surtout un butinage précoce, qui laisse penser qu'elles sont probablement moins efficaces. Donc, en plus, vous savez que dans une colonie, il y a un équilibre entre les rôles, entre les butineuses et les nourrices. Donc le fait qu'il y ait une sortie précoce des butineuses, on pense que ça entraîne une diminution aussi des nourrices, parce que ce n'est pas de la génération spontanée, et donc une diminution du couvain, donc des abeilles totales. Et vous voyez qu'on est vraiment dans un cercle vicieux qui va affaiblir la colonie. Voilà. Alors, pour l'effet autre effet environnemental qui est la température, on a relativement peu de données. Ce qu'on sait, c'est que les variations de température au printemps notamment pourraient être importantes pour le couvain saxiforme, avec une augmentation des mortalités en fait à des températures basses. Et puis, on a pu montrer un effet cette fois positif sur la diminution du virus des ailes déformées, que ce soit au labo ou sur le terrain, mais ça reste des diminutions, j'allais dire marginales. On est de l'ordre de 4 à 20 fois, pour faire schématique, et vous voyez bien que quand on est en millions de copies, de toute façon, on reste sur des charges tellement importantes que ça n'a qu'une incidence marginale, effectivement. Voilà, donc je préfère passer du temps avec vous sur les mesures, en fait. Donc on a fait le constat que les symptômes apparaissent avec de très fortes charges en virus. Donc pour les virus transmis par varroa, on va pouvoir contrôler varroa. Pour les autres, il va falloir jouer sur les autres facteurs de stress en évitant à tout prix l'accumulation de stress, puisqu'on a des effets de synergie qui font que c'est beaucoup plus que simplement additionner un stress à un autre. On va avoir un effet multiplicateur. Moi, ça, à chaque fois, c'est un clin d'œil à mon père qui était prof de maths. Ça m'amuse beaucoup. Mais on a beaucoup... 1 plus 1 ne fait pas 2, quoi. Vraiment pas. En biologie, dès qu'on a de la synergie, on va avoir 3, 4, 10, des effets multiplicateurs énormes. Et donc, au-delà des virus transmis par varroa, quel moyen d'action? Ça va beaucoup passer par la gestion des emplacements, mais aussi par les pratiques apicoles que vous allez pouvoir avoir, parce que c'est votre rôle. Alors, je sais qu'il est compliqué, hein. Je le vis aussi au quotidien, puisque mon mari est apiculteur. C'est un rôle très compliqué, mais il va falloir maintenir cet équilibre malgré tous ces stress présents dans l'environnement. Et éviter surtout de déclencher ou d'amplifier certains problèmes. Alors, quelles sont les étapes importantes? Le changement de reine, déjà, parce que changer une reine, ça peut amener un mieux si vraiment on était sur une âne infectée, puisqu'on a montré, on a vu ensemble qu'elle pouvait transmettre le virus à leur descendance.
Mais par contre, il faut être sûr que la reine soit saine. Et ça, je vous renvoie, alors on ne va pas en rentrer dans le détail aujourd'hui, hein, mais à un projet qu'on a fait l'année dernière qui a été financé par Lune de Miel et où on a regardé en fait 15 lots originaires de 10 origines géographiques différentes. C'est vraiment la carte, hein, donc, y compris Amérique du Sud et puis plusieurs pays d'Europe. Et on a analysé 20 rennes. Et à notre grande surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit dans ces proportions, on retrouve de manière vraiment élevée les 2 souches A et B du virus des ailes déformées. Et on retrouve même de manière un peu plus que ponctuelle, sur la droite, le virus de la cellule royale noire. Donc, je ne vais pas insister là-dessus, on refera une présentation peut-être ultérieurement. Mais on était surpris de ça. Et ça illustre bien que ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Les rennes peuvent vraiment être infectées par les virus. Alors, il y a une étape vraiment cruciale, et sûrement beaucoup d'entre vous pratiquent de l'élevage de rennes. C'est ces différentes étapes d'élevage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez prélever les œufs dans une colonie, et encore, je schématise, parce que des fois, il y a plus d'intermédiaires. Vous allez prélever les œufs dans une colonie, l'élever dans une deuxième, et l'introduire dans une troisième. D'un point de vue sanitaire, et pour le coup mathématique, le risque est multiplié par 3, puisqu'on va brasser, en fait. Donc il faut vraiment être hyper vigilant à chaque étape. Et ça m'amène aussi à la question d'une sensibilité génétique ou pas, parce qu'on a un système à 3, entre l'abeille, le vecteur pour les virus transmis par varroa, et puis les virus. Mais chez toutes les espèces, quand il y a dans la relation hôte-pathogène, il y a des mécanismes de lutte qui se mettent en place. Et donc, très vraisemblablement, chez l'abeille, ça existe aussi. Donc, une diminution de la multiplication, une réduction des symptômes. Dans la diversité de toute notre population, c'est vraiment probable qu'on ait à la fois de l'hypersensibilité et des niveaux de résistance. Et ça va être vraiment important de pouvoir discriminer entre les deux, de pouvoir éliminer des lignées qui seraient hypersensibles. Et on a vraiment des données de terrain qui nous laissent craindre une hypersensibilité, par exemple, à la maladie noire. Et puis de pouvoir utiliser des résistances dans des plans de sélection. Donc ça, c'est le message d'espoir. Ça existe certainement, mais tant qu'on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Et pour moi, c'est vraiment l'enjeu majeur par rapport au virus de l'abeille, c'est de pouvoir faire ce travail de screening, de caractérisation des résistances. Et ça passe par une mesure de la survie et des charges en virus dans des conditions contrôlées. Voilà. Alors, à l'échelle de l'exploitation apicole, autre moment important, on a parlé des rennes, mais il y a aussi la multiplication du cheptel par division. Bien évidemment, la palisse n'aurait pas fait mieux, mais ça, des fois, il vaut mieux le dire. Il faut diviser les colonies saines et non pas utiliser les non-valeurs. Si vous utilisez les non-valeurs, vous prenez un risque. Pourquoi ? Parce que si votre colonie est devenue une non-valeur improductive à cause d'un problème sanitaire, mais en fait, vous allez multiplier le problème si vous faites des essais à partir de cette colonie-là. Donc, prudence. Et je l'ai mis parce qu'en fait, je l'ai vu dans des conseils et des exemples dans la presse professionnelle. Donc, vraiment, attention avec les non-valeurs. Autre pratique aussi qui peut favoriser la dissémination des virus, c'est le regroupement. C'est tentant, quand on a une colonie faible ou 2 colonies faibles, de les rassembler. Mais là aussi, toujours pareil, s'il y en a une des 2 qui est devenue orpheline, etc., ok, ou qui a pris du retard, et que ce n'était pas sanitaire, il n'y a pas de problème. Mais si c'était sanitaire, là aussi, vous allez faire persister le problème dans l'exploitation. Alors, je ne sais pas si vous utilisez ça pour les mielés de sapin. Dans le sud, par exemple, on utilise beaucoup le regroupement avant de monter à la lavande. Pour le sapin, vous le faites aussi ? Non ? Du coup, plus personne n'ose dire oui, mais... Regrouper, en fait, mettre des cadres, regrouper des cadres de différentes colonies. Voilà. Donc là aussi, vigilance, parce que c'est aussi comme ça qu'on regroupe les pathogènes. Et puis, alors un risque qui est particulier à la maladie noire, à la paralysie chronique, c'est le risque lié aux trappes à pollen.
Comme ce virus est transmis par contact, il y a un double effet en fait, des trappes à pollen. D'une part, ça blesse les abeilles et ça suffit en fait, à faire des petites blessures qui font passer le virus. Et en plus, c'est un passage obligé. Donc, bon, ça, on ne va pas rentrer dans le détail des courbes. Hein, c'est les collègues de l'ANSES qui l'avaient vraiment montré. Et là, vous avez les charges en virus. Et ils ont dû enlever les trappes à pollen parce que sinon, les colonies seraient mortes. Et vous voyez qu'en enlevant les trappes, la situation revient à la normale. Et il y a des collègues de... Oups, là, ben non, je ne vais pas piétiner le GDS, Grand Est, c'est pas possible. Et les collègues de l'ADA-ORA en région Rhône-Alpes en ont fait les frais dans une grosse expé qu'ils avaient en milieu arbo, où ils voulaient justement mesurer l'exposition aux pesticides. Donc ils avaient mis beaucoup de trappes à pollen et ils ont dû enlever les trappes à pollen parce que ça condamnait vraiment les colonies. Donc on a souvent une récupération. Ça, c'est le message positif aussi. C'est-à-dire que cet effet de déclencheur, une fois qui va faire passer un seuil, on peut revenir à la normale, notamment pour la maladie noire, où il y a un effet de génération. C'est-à-dire qu'il va y avoir une génération d'adultes qui va beaucoup souffrir, on va avoir beaucoup d'abeilles mortes, mais derrière, si la reine n'était pas contaminée, c'est pour ça que travailler aussi sur la transmission verticale et la résistance génétique des souches est importante. Si la reine n'était pas contaminée, la colonie va pouvoir récupérer derrière. Autre risque à l'échelle de l'exploitation, c'est la dérive. Parce que chez l'abeille, il y a non seulement une réponse immunitaire individuelle, mais il y a aussi une réponse sociale. Alors déjà, l'abeille peut se tromper, c'est ce qu'on connaît classiquement de la dérive, mais il y a aussi l'immunité sociale qui fait que les gardiennes à l'entrée de la colonie vont détecter qu'une abeille déjà est étrangère, mais surtout détecter qu'elle est malade et donc l'exclure. Ce qui va entraîner que cette abeille va essayer d'aller vers d'autres colonies. Et il y a des collègues qui ont montré, c'est vraiment élégant, ils ont montré qu'il y avait plus de virus de la cellule royale noire dans les abeilles qui dérivaient que dans les abeilles vraiment de la ruche. Donc ça, c'est intéressant, ça objective vraiment cette notion d'immunité sociale. Et puis, autre risque, surtout une année comme cette année, je me suis laissé dire en Alsace, quand on a des ressources limitées, ça va augmenter les risques de pillage. Et le pillage se fait d'une colonie forte vers une colonie faible. Et bien évidemment, les colonies faibles sont souvent celles qui expriment le plus les problèmes sanitaires. Donc les abeilles vont ramener en fait à la ruche, en allant piller, elles vont ramener les maladies. Donc une des mesures que vous pouvez avoir vraiment, c'est d'isoler, la notion de rucher-hôpital, c'est d'isoler ces colonies qui présentent des symptômes ou qui vous paraissent faibles pour d'une part les surveiller et surtout éviter la dérive et le pillage avec les autres. Ça vous permet aussi souvent de les mettre pas loin de chez vous, de bien surveiller l'évolution. Et si elles récupèrent, de pouvoir les réintégrer dans le parcours. Voilà, je vais terminer là, parce que vous avez sûrement des questions. Je remercie tous les collègues qui ont participé aux différentes expérimentations que je vous ai citées. Bien sûr, vous voyez que ça implique beaucoup de monde et beaucoup de partenaires. Et puis, vous, pour avoir tout écouté, et j'attends vos questions.